Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Livres au cœur. J'ai l'honneur et la joie de recevoir ce soir Alain Schmoll, qui vient de publier son quatrième roman, La trahison de Nathan Kaplan. Alors, c'est un polar, c'est donc son quatrième livre après La tentation de la vague, Les moyens de son ambition et Pièce unique. Donc, Alain Schmoll est à mes côtés. Bonjour Euh, Hélène. donc, vous êtes, on peut dire, un jeune romancier. Oui, c'est ce que romancier, c'est certain. Jeune, je sais pas, néophyte dans le roman. Bon, au bout de 4 romans, un peu moins, mais c'est vrai que j'ai démarré ma vie d'écrivain sur le tard. Voilà, c'est un peu une seconde vie, on peut dire. Alors, c'est un peu une seconde vie, c'est et alors curieusement, c'est quelque chose qui n'a pas été, préparé. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu l'ambition d'être un jour un écrivain ou je n'ai jamais même pensé que je le serais un jour. En revanche, j'ai toujours aimé écrire, mais l'écriture, c'est pas forcément la littérature. Il se trouve que dans ma vie, j'ai beaucoup écrit. Alors, vous savez que j'ai mené une vie dans ma vie professionnelle dans un monde qui est à 1000 lieues de la littérature, puisque en fait, j'ai fait ma carrière dans le bâtiment et les travaux publics, dans le BTP, où j'ai eu des fonctions dans un groupe, puis après, j'ai été le patron de mon entreprise, et avec une orientation personnelle très management, très développement commercial. Et ce sont des domaines dans lesquels il faut fédérer des partenaires, des collaborateurs, des clients, des financiers. Il faut les fédérer autour de ces stratégies, autour de ces projets. Et pour y parvenir, pour embarquer tout le monde, eh bien, il faut écrire ces stratégies, il faut écrire la vision de ces projets avec les mots les plus justes possibles et les plus percutants possibles. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie professionnelle avec un certain succès et avec beaucoup de plaisir. Donc j'ai toujours écrit. Donc, le monde de l'entreprise a été pour vous une école pour découvrir le pouvoir des mots, le Euh, pouvoir du langage. C'est bien résumé. Vous savez que ce qui est grisant pour un écrivain, c'est que avec la magie d'agencer quelques mots, on a l'impression de se sentir comme un dieu créateur. On fait exister une œuvre. Les livres sont nos enfants, aut liberi, aut libri, disaient les anciens romains. Donc, vous créez quelque chose quand même qui est censé vous survivre comme des enfants. Donc, et là, vous avez votre quatrième enfant de papier. Donc, je ne sais pas si vous allez continuer à faire une famille nombreuse en papier, mais en tout cas, il y a chez vous une persévérance, une détermination que je trouve très très belle parce qu'en fait, et je suis donc attachée de presse et j'ai beaucoup de romanciers qui souvent ont envie d'écrire sur leur vie, souvent sur le tard d'ailleurs, mais qui ont envie de laisser un témoignage de leur passage sur Terre. Mais en principe, ça reste un livre unique. Et vous, Alain Schmoll, il y a vraiment une ambition littéraire parce qu'il y a une œuvre qui forme une unité. Vous savez, Sioran disait, plus un artiste est grand, plus ses obsessions sont les mêmes. Sioran disait, quand tu as des défauts, cultive-les, c'est toi. Et je crois que chez Alain Schmoll, il y a ce que Monterland appelait une patte. Il y a des thèmes qui reviennent, de la dualité des personnages, des nuances, et des mêlés sentimentaux, il y a le côté capitaliste qui affronte un côté un petit peu extrémiste de gauche. Il y a toujours cette ambivalence qui reflète la complexité de la vie humaine. Et il y a une œuvre qui, tels les romans de Mauriac ou de Balzac, on retrouve une constante. Et je crois que c'est ça qui fait de vous un écrivain. Et alors, chaque année, maintenant, vous publiez un nouveau roman, donc vous êtes un très grand travailleur. Est-ce que vous considérez l'écriture d'ailleurs comme un travail? Est-ce que c'est un travail ou un plaisir? Alors c'est les 2. C'est les 2. Mais moi j'ai toujours fait en sorte que mon travail soit un plaisir.
j'aurais été incapable de faire un travail ennuyeux. Donc j'ai toujours réussi toute ma vie à trouver du plaisir dans mon travail. Alors l'écriture, bien sûr, c'est un plaisir. C'est un plaisir et c'est une sorte d'état de grâce. Avoir les lignes, les paragraphes, les pages se noircir un peu toutes seules, c'est un plaisir et puis, vous l'avez évoqué, c'est aussi une espèce de puissance, de pouvoir parce que, on imagine un monde, on fait naître des Oui, personnages, on les fait mourir, on les fait souffrir ou on les rend heureux ou malheureux. Donc on fait un peu ce qu'on veut, on est comme le bon Dieu en fait dans l'univers que l'on crée et tout ça, c'est assez grisant, c'est assez addictif et c'est vrai que ça donne envie de recommencer. Alors après, heu, j'ai peut-être, une tendance à vouloir faire les choses trop vite et peut-être un roman par an, c'est trop vite. Peut-être qu'il faut, aller un peu plus au fond des choses et se donner un peu plus de temps pour aller un peu plus au fond des choses et un peu plus perfectionner tant l'écriture que, la psychologie des personnages. je suis pas persuadée de ça parce que vous savez, par exemple, je suis, en ce qui me concerne, une grande admiratrice et une amie d'Amélie Nothomb, que j'ai d'ailleurs reçue dans mon émission aussi, qui m'avait fait, cette joie. Et Amélie Nothomb publie un roman par an et en principe, ils sont très, très, très bons elle a eu quand même plusieurs très grands prix littéraires, et notamment le dernier a été, applaudi par toute la presse alors qu'elle a été longtemps assez décriée. Donc je veux dire que non, je pense que chaque écrivain a son ADN, a quelque chose qui le constitue et qui fait le charme d'une œuvre comme chaque être humain est unique. Et là, c'est le cœur d'Alain Schmoll qui s'exprime. La littérature, qu'est-ce que c'est? C'est un univers qui est sublimé par un style, la manière dont vous écrivez. Et je trouve qu'il y a une élégance de langage chez vous, avec une psychologie des personnages, au fur et à mesure qu'on avance dans vos romans, d'ailleurs, de plus en plus fouillés. Le dernier, La trahison de Nathan Kaplan, je trouve assez audacieux parce que dans ce cas-là, c'est vraiment des personnages qui sont conçus de toutes pièces. Bien sûr, vous leur prêtez des émotions que vous avez pu ressentir dans votre vie personnelle, mais enfin, vous n'avez jamais été agent de la DGSE. Non, Donc voilà, vous ne travaillez pas pour les services secrets non, israéliens, vous êtes, non plus. voilà, et même, je crois, plutôt assez éloigné de la politique israélienne. Ah beh, absolument. Non, mais là, en fait, je me suis inspiré d'un fait divers, parce qu'un fait divers qui a retenu mon attention. Alors, ça mérite Alors peut-être revenons sur ce fait divers, hein. alors, sur ce fait divers, alors, il faut déjà rappeler ce que c'est que la DGSE, parce que ce fait divers, il a impliqué la DGSE. La DGSE, c'est la Direction générale des services e des services extérieurs. C'est un organisme qui dépend de la défense nationale et qui s'occupe du renseignement, à l'extérieur des frontières. En fait, c'est la maison des James Bond, français d'aujourd'hui. Et ce fait divers qui s'est produit, il y a 2 ans fait, encore aujourd'hui l'objet d'une instruction pénale qui n'est pas terminée, avec des personnes qui sont mises en examen et certaines qui sont, je crois, écrouées. C'est donc un fait divers lourd, grave et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que, 2 personnes, ont été arrêtées par la police dans des conditions, rocambolesques, ont annoncé qu'ils étaient membres de la DGSE et qu'ils étaient en mission, ultra secrète, ultra confidentielle, une mission confiée, au plus haut niveau de l'État pour, éliminer une personne qui serait un agent du Mossad. Mossad étant le service secret israélien et Le fameux Mossad. pardon? Le fameux Le Mossad fameux qu'on accuse de Mossad qui tous les fait maux. fantasmer beaucoup de monde. Et en fait, heu, c'était pas du tout ça. C'était en fait à l'origine un groupe de notables, des hommes d'affaires, des hommes politiques qui étaient prêts à débourser des sommes importantes pour, dégager de leur chemin,
des personnes qui les gênaient. Et pour cela, il faisait appel à grands frais, il faisait appel à un petit groupe d'hommes de main qui, à qui il demandait qui avait pour mission d'impressionner, de menacer, de, de tabasser, voire plus, ses gêneurs. Et, et donc, ces gens ce groupe de, d'hommes de main, en fait, ce petit réseau d'hommes de main, avait pris naissance au sein d'un établissement de la DGSE. Et c'était en fait des militaires subalternes qui s'occupaient d'un poste de garde, mais qui avaient trouvé ça pour en fait améliorer leur fin de mois, pour alimenter leur testostérone et qui en plus s'imaginaient ou faisaient mine de croire qu'ils étaient en mission confidentielle. Et en fait, ce- ils se sont fait arrêter dans des conditions qui étaient grotesques. Et souvent, le grotesque côtoie le tragique. Et moi, c'est ce qui m'a attiré. Et donc, j'ai repris les épisodes les plus cocasses de ce fait divers. Et autour de ça, j'ai bâti une fiction, en fait, qui n'a rien à voir avec la Oui, une fiction réalité, totale, bien qui est sûr. voilà, une saga un peu professionnelle et sentimentale entre un homme et une femme, ou plutôt entre deux hommes et une femme. Ah oui, oui, il y a un imbroglio qui, du reste, est laissé en suspens. Tout est complexe et en nuances chez Alain Schmoll. Les rapports humains ne sont jamais simples, les gens sont partagés. J'apprécie beaucoup cela dans votre œuvre. Vous êtes le contraire du manichéisme. Tous vos personnages ont une part d'ombre, une part de lumière, et selon les circonstances, est-ce que la vague va arriver, pas arriver, pour reprendre le titre de votre premier roman, La tentation de la vague, selon les circonstances, on développe une potentialité vers le mal ou vers le bien, et ça me paraît très important. C'est vrai que les circonstances sont très importantes dans la vie. Bon, et, et c'est vrai que les personnages de romans sont un peu à l'image de ce qu'on est ou de ce qu'on aurait rêvé d'être. Et alors, moi personnellement, j'ai eu une vie assez banale, mais je, vous savez, on entend beaucoup parler de gens qui aujourd'hui, euh, pour compenser une vie banale, créent des avatars qui impulsent dans des métavers, dans des espaces virtuels. Ben, un romancier, il fait un peu la même chose. Il fait vivre à ses Bien personnages des sûr. aventures qu'il n'a pas forcément vécues lui-même. Donc c'est un fantasme secret d'être un agent de la DGSE pour vous? Non, c'est pas un fantasme secret. C'est non, c'est pas un fantasme secret. C'est simplement l'idée. Alors, tant plus que le personnage en question, il n'est pas agent de la DGSE, mais euh, c'est un grand homme d'affaires Bien sûr. international. Bon, c'est vrai que, bien sûr que j'aurais pu rêver d'être un grand homme d'affaires international. Je ne l'ai pas été, mais j'aurais pu rêver d'être ça. Mm. Et alors, on commence à lire les premières pages de votre livre et immédiatement, on se retrouve embarqué dans le feu de l'action. On arrive, on fait irruption dans un dialogue entre Jamil et Tiburce et on a l'impression que vraiment vous maîtrisez très très bien le milieu et ces codes-là parce que c'est très impressionnant à quel point c'est précis, la culture aussi du mystère, du secret, tous ces gens qui se dissimulent, qui prennent des pseudonymes, qui changent de nom. Tout ça est troublant. Vous vous êtes beaucoup documenté pour écrire là-dessus? Un petit peu, oui, c'est relativement accessible de trouver des informations grand public sur la DGSE. Bon, et puis il y a eu un certain nombre d'articles sur le fait divers qui ont éclairé sur le comportement des deux fameux deux personnes qui ont passé la nuit devant la maison de leur cible. Bon, puis après, bah, après on brode, on imagine ce qui peut se passer entre deux personnes qui passent plusieurs heures ensemble dans une voiture la nuit en plein hiver et à qui il arrive forcément des tas de petites
de petits problèmes qu'il faut bien régler, et qui peut nuire d'ailleurs à leur relation, ça c'est facile à imaginer. Vous vous considérez-vous comme un romancier de l'imagination? Oui, bien sûr. Oui, Enfin, on est en tout cas loin de l'autofiction. absolument. Bon, d'abord, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie. Ma vie n'a pas d'intérêt. Toutes les Bah, vies ont de l'intérêt, si, oui, tout dépend de mais la manière dont c'est raconté. oui, mais Euh, enfin, elle n'a rien d'attirant ni de Mais si, spectaculaire. Je mais... suis très heureux de ma vie, mais je ne vois pas comment je pourrais en faire un roman attractif. Mais regardez Houellebecq, il n'a que des anti-héros. Houellebecq, c'est que des losers aussi. C'est que des types extrêmement médiocres. Et c'est un très grand écrivain. La vie, c'est pas forcément des exploits. C'est aussi tout ce qu'il y a de plus banal et de plus petit et de plus quotidien chez les êtres. La littérature, l'art, c'est d'abord des émotions, créer des émotions. Vous avez eu des émotions dans votre vie. Oui, mais alors je crois que alors je vais quand même revenir à ce que vous venez de dire. C'est vrai que dans mes personnages dans mes personnages de romans, il n'y a pas que des hommes, d'exception. Il y a même, dans Les moyens de son ambition ou dans Pièce unique, des personnages principaux sont des médiocres, sont des losers. Mais ça, c'est parce que, dans un roman, on peut mettre aussi, ce qu'on n'aurait surtout pas voulu être, ce qu'on aurait eu horreur d'être. Moi, j'aurais eu horreur d'être un prédateur, sans foi ni loi ou d'être un loser, compulsif et donc ces personnages-là me fascinent aussi et c'est pour ça que j'ai été amené à faire des romans avec des personnages comme ça, des losers et puis dans la trahison de Nathan Kaplan, il y a un personnage qui est un prédateur sans foi ni loi. Donc, ça aussi un personnage qui peut faire horreur et que je suis, dans lequel j'ai pris plaisir à décrire toutes les spécificités. Bon, après, ce qui est important, parce que vous parliez d'émotions. Les émotions, c'est surtout ce qu'on fait vivre au lecteur, parce que c'est un sujet qui est aussi important. On écrit des romans pour être lus, pour transmettre, pour provoquer des émotions, pour provoquer de la surprise ou pour provoquer de l'agacement ou pour que le lecteur ou que la lectrice s'attache à tel ou tel personnage ou qu'au contraire, il soit horrifié par tel autre personnage. Et donc, il y a un jeu qui consiste quand même à essayer on ne va pas dire manipuler, mais d'agir sur le lecteur et la lectrice pour que elle ressente quelque chose à la lecture du livre. C'est important. Un roman n'est pas juste fait pour faire plaisir à celui qui l'écrit. Euh, Vous écrivez plutôt donc pour divertir les autres ou vous pensez aussi que les livres peuvent changer le monde, peuvent faire évoluer la société? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, le premier, le premier, le premier objectif, c'est de divertir. C'est de, c'est d'accrocher et oui, c'est de provoquer des émotions chez les personnes qui lisent. Après, bah, c'est toujours l'occasion d'aller glisser une idée qu'on a, une valeur à laquelle on croit, euh, euh, un principe auquel on tient. C'est toujours oui, on a toujours l'occasion de glisser ça. Bon, après, les gens relèvent ou ne relèvent pas. Bien sûr que c'est des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'après même les premiers lecteurs de La trahison de Nathan Kaplan, je sais que deux grands entretiens sont prévus, puisque il se trouve que j'en suis l'attachée de presse. Tout le monde est emballé et captivé. En fait, on est happé par votre récit qui se déroule d'une manière haletante où vraiment c'est captivant. À chaque page, on a envie de connaître la suite. Et je crois que vos lecteurs le finissent assez rapidement, ce livre. Oui, dans l'ensemble, les gens le lisent très vite, oui. Avez-vous eu plus de compliments que pour les autres? Oui, Non? Oui? oui, Hmm. je dois dire que j'ai eu plus. Peut-être que j'ai.
mieux maîtriser. Enfin, on progresse au fil du temps, au fil des ouvrages. Donc oui, j'ai eu, de très, très bonnes réactions de personnes qui m'ont même dit, d'habitude on ne lit pas ce genre de livre, mais quel plaisir on a eu de lire ce livre, où il se passe des choses qu'on n'imaginait pas, où, on est surpris, bon, c'est un polar en fait ce livre. Bien sûr. Et en fait, beaucoup de gens se disent: «Bah, après tout, lire un polar de temps en temps, un polar de bonne qualité, c'est agréable». Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le nom de votre personnage, Nathan Kaplan. Non, mais parce que c'est intéressant, quand on met un nom propre sur la couverture d'un livre, en principe, il y a quand même un code. Si ce pourquoi Amélie Nothomb, d'ailleurs, pour revenir à elle, à chaque fois explique les prénoms de ses personnages, prétexte attaque, Palamède Bernardin. Enfin, il y a toujours des noms extraordinaires qui ont une vraie justification. Et donc, vous, alors, pourquoi Nathan Kaplan? Bon, alors moi, c'est assez simple, j'ai pas une Puisqu'il explication pour n'existe pas, donc ça, c'est un personnage de fiction, non, bien n'a entendu. hem, mais il fallait que le personnage ait un nom qui ne donne pas de doute sur son identité. Il fallait que ce so il soit identifié comme étant juif. Et donc, je cherchais un prénom, hébraïque et un nom qui ait une consonance juive. Et puis je cherchais, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise et puis un jour, je regarde le soir, la télévision et il repasse La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock et il y a cette scène au début où, Cary Grant rentre dans un hôtel et il demande, «La chambre de monsieur Kaplan, s'il vous plaît», et on lui répond: «Monsieur il n'y a pas de monsieur Kaplan». Et là, ça a fait tilt et je me suis dit: «Ben voilà, mon personnage va s'appeler Kaplan». Alors après, il manquait plus qu'un prénom et bon, il se trouve que Nathan, sonnait bien, ça même consonance que Kaplan et puis j'ai un de mes amis qui me dit: «Ah, je sais que tu as choisi, Nathan parce que c'est en fait, c'est un hommage à Philip Roth, le grand écrivain américain qui introduit souvent dans ses romans un double, qui s'appelle, Nathan Zuckerman et je lui dis: «Bah, écoute, oui, c'est un peu ça. En effet, c'est un hommage, à Philippe Roth». Alors c'est pas un hommage prémédité, mais c'est un hommage quand même. Alors vous, Alain Schmoll, êtes-vous un grand lecteur? Je crois, puisque vous tenez un blog littéraire avec beaucoup d'assiduité d'ailleurs, de régularité, de ténacité aussi. Et je tiens à dire que ce blog devrait être davantage connu parce que c'est un travail très sérieux de critique. Alain Schmoll ne se contente pas de recopier les quatrièmes de Non. couverture, comme tant de journalistes paresseux le font, même dans des grands journaux. Vous, vous êtes un vrai lecteur et vous écrivez vraiment ce que vous pensez des livres. Alors, je vais expliquer comment je suis venu à ça. Hem, en fait, j'ai toujours lu des romans et mais j'avais beaucoup de travail, fallait que je m'occupe aussi de ma famille et donc je ne lisais que pendant les vacances et pour rattraper un peu le temps perdu, je lisais beaucoup pendant les vacances. Mais lire, c'est un peu comme manger, c'est-à-dire que si vous mangez trop et trop vite, vous digérez mal et si vous lisez trop et trop vite, bah, vous n'imprimez pas ce que vous lisez et il m'arrivait de refermer un livre et de même plus me rappeler, de quoi il s'agissait et un jour, je pars en vacances et j'achète 5 livres pour mes vacances et en arrivant sur place, je m'aperçois que 2 d'entre eux, je les ai déjà lus et je les ai lus, très peu de temps avant en plus et là, je me suis dit: «Il y a vraiment un problème dans ma façon de lire. Il faut que je change cette façon de lire» et je me suis dit: «Il faut peut-être que j'écrive un mot, un commentaire, sur ce que je lise» et comme, j'avais pas assez de livres pour ces vacances, j'ai commencé tout de suite. J'avais un iPad avec moi, donc je me suis mis à écrire des critiques sur les livres que j'avais emmenés. Et en rentrant de vacances, j'ai envoyé ça à quelques amis, qui m'ont dit: «Ah ouais, c'est drôlement bien ce que tu as fait,
Oh ben continue, envoie-nous des critiques comme ça, c'est intéressant et ça m'a encouragé à aller plus loin, à faire des vraies critiques, à publier sur Babelio, qui est un grand site de lecture et à créer mon propre blog, qui a pour nom, ça va mieux en l'écrivant.com et bah, ça fait maintenant, bientôt 8 ans que ça dure. J'ai écrit, 300 j'ai lu et écrit et j'ai lu et critiqué, plus de 300 romans et je fais ça régulièrement, je fais ça pour 2 ou 3 livres par mois et c'est à force d'écrire des critiques que, je me suis, permis de juger les romans en me disant: «Bah, celui-là est vraiment exceptionnel, mais là, celui-là quand même, on en parle beaucoup, mais je le trouve pas formidable» et à force de me dire ça, je me suis dit: «Mais et si j'essayais?» Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai un jour décidé d'écrire un roman et bon, alors j'ai annoncé ça un peu autour de moi. Bon, les gens ont pris ça un peu à la rigolade parce que des gens qui n'ont jamais écrit de livre et qui disent: «Je vais écrire un livre», ça existe, c'est souvent même une rigolade et moi je me suis dit: «Eh ben, j'ai dit ça, il faut que je le fasse» et donc voilà, c'est comme ça que j'ai écrit ce premier livre, La tentation de la vague, dont le sujet était peut-être un peu en moi, en fait. Et commence alors le parcours du combattant après pour trouver un éditeur. Alors parlez-nous de cette difficulté parce que c'est un milieu que je connais bien et c'est quand même terrible. Voilà, si on n'est pas la nièce de Michel Houellebecq, c'est très très compliqué de trouver un éditeur quand même, surtout quand on n'est pas un jeune perdreau de l'année. Euh, voilà. Non mais c'est vrai, c'est objectivement. Et je trouve que c'est très très courageux de vous lancer comme ça. Et vraiment, moi, j'admire cette démarche, hein. Donc, racontez-nous un petit peu votre déboire alors avec les maisons d'édition, comment ça s'est Alors passé? non, mais déboire, je ne peux pas dire. En fait, mon premier livre a été publié par un éditeur, donc ça m'a donné l'occasion de discuter avec lui. J'ai discuté avec d'autres éditeurs aussi, et puis j'ai discuté avec des libraires. Il faut connaître ces métiers. Ce sont des métiers difficiles et je ne vois pas comment, ils peuvent gagner leur vie avec les romans d'auteurs qui sont peu ou pas connus. Parce qu'ils sont dans un système où un livre comme le mien, La trahison de Nathan Kaplan, qui fait presque 300 pages, heu, il serait amené à le proposer au public entre 20 et 25 €. Le livre numérique à 15 €. Heu, c'est le prix auquel sont présentés les livres des stars du roman. Heu, c'est absurde. Heu, comment comment le public peut-il aller acheter le livre d'un inconnu au même prix que le livre d'une grande signature nationale ou internationale du roman? C'est absurde et donc moi, j'ai mon système maintenant avec Amazon qui me permet de proposer mon livre à moins de 12 €, le livre électronique à moins de 4 € et j'ai même réédité les précédents livres à moins de 9 € pour le livre, papier et à moins de 3 € pour le livre numérique. Alors, vous me direz, heu, on ne le trouve pas en librairie, c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut l'acheter de chez soi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mhm. Il n'y a pas que des inconvénients. Oui, je crois que les gens vendent beaucoup plus, de toute façon, d'une manière générale, des livres sur Amazon aujourd'hui qu'en librairie. Je pense que les chiffres sont au moins équivalents. Je ne sais pas. Je répondrai pas à cette je sais pas. Ça, je suis pas sûr que ce soit encore le cas, mais ce sera c'est une tendance qui, je pense que de toute façon l'e-commerce en matière de livres va se développer. Ce qui n'empêche pas les librairies de fonctionner, hein. Il y a la place pour tout le monde. Et donc, une journée d'écriture d'Alain Schmoll, ça se passe comment alors? Vous écrivez le matin, l'après-midi, le Alors soir? il y a pas de il y a pas de il y a pas de journée modèle parce que d'abord, j'oublie pas ce que je suis avant, c'est-à-dire que je suis toujours chef d'entreprise puisque je suis toujours président de mon entreprise, même si aujourd'hui elle est dirigée par mes 2 fils qui sont, tout à fait autonomes dans l'opérationnel. Je reste président de mon entreprise et donc, quand il y a des urgences dans l'entreprise, quand il y a
des choses à faire pour l'entreprise, ça passe toujours en priorité. Et bon, puis après, il y a la famille, ma femme, les enfants, ça passe aussi, avant le plaisir d'écrire, avant mes lecteurs. Et donc, j'écris, voilà, quand j'ai un moment, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être la nuit. J'ai pas de règles. Je ne suis pas comme ces auteurs très professionnels qui se lèvent à 3 heures du matin et qui écrivent jusqu'à 11 heures. Moi, non. Je dors pas beaucoup, mais j'écris quand j'ai le temps. Beh, par exemple, sur votre premier roman, un critique littéraire écrivait: «Le thriller va à grand élan et se lit avec bonheur. L'intrigue est originale, les personnages attachants et les situations comportent leur lot d'actions et de rebondissements». Que demander de mieux pour un lecteur? Oui, c'est vrai. Ben je crois que c'est ce qui est important en fait dans un roman, c'est qu'il y ait, il faut que ce soit bien écrit, mais il faut aussi qu'il y ait en effet euh, Des des, rebondissements, des des rebondissements. Oui, twists, c'est il ça. faut surprendre le lecteur. Il faut surprendre le lecteur. Il faut l'émouvoir, il faut le surprendre, il faut le faire rire. Et alors, peut-on savoir qui est votre première lectrice? Alors, ma première lectrice, c'est ma femme, Ah voilà! qui est une grande lectrice, hem et à qui je fais lire mes livres une fois qu'ils sont finis. Juste Une quand fois ils qu'ils sont sont finis, finis? Ah oui. bon. Et a-t-elle un regard sévère ou Ah oui, admiratif? admiratif, faudra lui demander. Sévère, oui, de temps en temps, elle Elle a me de dit, l'influence pour vous faire retoucher des choses? oui, elle me dit, là, il y a un passage, j'ai pas compris, c'est pas clair et puis tu en as déjà parlé à un autre endroit, on comprend pas pourquoi tu en reparles. Donc oui, c'est des critiques très pertinentes que j'écoute et dont je tiens compte et puis, bon, mais faut savoir que c'est beaucoup de mérite d'être la femme d'un écrivain parce que, un écrivain, il a toujours l'aide d'être là. Il est à côté de sa femme, sauf qu'en fait, dans sa tête, il est ailleurs. Et en fait, faut, faut, faut vivre avec quelqu'un qui est à la fois là et pas là. Très, très bien. Et alors, vous êtes dans la rédaction du prochain actuellement? Non, pas encore. Pas Non, pas encore. encore? Non, pas encore, parce que pour l'instant, je suis totalement dans celui-là, parce que euh, même si un livre, une fois qu'il est fini, appartient au lecteur, bah, je suis là quand même Pour lui chercher un public. pour aller chercher un public. Exactement. Enfin, nous faisons cette route ensemble. Absolument. Mais je sais que grâce à vous, d'ailleurs, j'aurai un certain succès. Bon. Et alors, par contre, quelque chose me plaît professionnellement, c'est que le fait divers qui vous a inspiré ce roman risque de rebondir bientôt dans l'actualité, n'est-ce pas? Ça peut, oui. Parce qu'un procès est en cours. C'est l'instruction qui est en cours. L'instruction est en cours, voilà. L'instruction est en cours. Il y a de temps en temps des articles dans la presse. Il y a eu une émission de télévision sur le sujet, sur une partie du sujet, sur un des épisodes. C'est forcément un sujet dont on reparlera en effet sur les ondes. Maintenant, l'écriture est-elle devenue une nécessité? Est-ce que vous allez écrire jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle, Bah, écoutez, à ce rythme? je sais pas, à ce rythme, j'en sais rien. Ce qui est bien à mon âge, c'est que on n'a plus d'obligation. L'important, c'est d'avoir des projets, de se contraindre à certains efforts, mais j'ai pas d'obligation. Ma vie est établie, donc aujourd'hui, je ne fais que me laisser du plaisir, le plaisir d'écrire dont j'ai parlé tout à l'heure, celui de cet état de grâce et ce pouvoir qu'on a en tant que romancier, et puis le plaisir aussi de- d'apporter des sensations à des lecteurs et à des lectrices. Quand je lis certaines critiques et que je vois un peu d'enthousiasme ou de la surprise, bah, ce sont des choses qui font un plaisir
auquel rien ne se peut se substituer. Ça a surpris un petit peu votre entourage, que vous endossiez le costume d'écrivain. Et on vous a regardé avec surprise, avec dédain, avec admiration. Ça, oui, ça étonne. Ça étonne. Ça étonne. Après une vie de chef d'entreprise, quand même, de Oui, chef d'entreprise assez brillant, qui a eu des affaires qui ont réussi et tout. Et puis vous lâchez un petit peu tout ce qui est sérieux pour plonger dans une vie d'artiste, de créateur. alors je ne sais pas si c'est une vie d'artiste, ça me Ben, fait si, penser à la la fameuse littérature chanson. est un art. L'art, Oui, c'est créer de la beauté. Et vous c'est, créez de la beauté avec vos mots. Donc, c'est, c'est, si, bien sûr. je prends ça très positivement. Alors oui, c'est vrai que mes amis sont étonnés, en tout cas. Bon, après, euh, oui, je pense que euh, ils ont été étonnés et surpris après le premier roman, puis c'est vrai qu'après deux, trois et puis quatre, euh, bon, c'est vrai que je deviens un vrai écrivain. Oui, Et ils sont amis d'un écrivain, donc ça leur fait plaisir. incontestablement. Il y a une œuvre qui tient la route, hein. Regardons les romans, je ne sais pas, même les romans de Balzac, c'est toujours un petit peu. Je veux dire, comment vous dire, la poule ne fait que des poussins, le canard ne fait que des canetons et Alain Schmoll ne fait que du Alain Schmoll. C'est votre ADN qui est dans vos livres, c'est vos obsessions, votre univers, votre sensibilité unique à vous. Mais Guylaine, ce que vous dites est très gentil. Puis c'est vrai que vous me citez au milieu de grands noms de la littérature, de l'histoire. Peut toujours avoir quelques références, mais non, mais Et, Mauriac, voilà, Mauriac, par exemple, tous les romans de Mauriac, c'est un petit peu le même canevas, je veux dire, et vous aussi, c'est pareil, et c'est normal. Je veux dire, on dit les chiens ne font pas de chat, mais les juments ne font pas d'âne, et les lions ne font pas de tigre, et donc Alain Schmoll fait du Alain Schmoll, donc il y a vraiment un écrivain, et là je parle très sérieusement, on est censé le reconnaître en un paragraphe, ce qu'il identifie. Et il faut qu'un paragraphe de Schmoll soit identifiable. Et je pense qu'il y a des choses très réussies. Il y a vraiment il y a un canevas, il y a un ADN, il y a une architecture Schmoll dans les romans, souvent avec des rebondissements, justement, des surprises, et puis toujours une progression de l'intrigue qui avance à une vive cadence. Avec ces personnages toujours tellement complexes, qui ont des sentiments, qui sont parfois confus, partagés, qui hésitent, qui renoncent. C'est complexe comme la vie, c'est un feu d'artifice d'émotions, un imbroglio de sentiments, c'est, c'est c'est- vivant, c'est- tout simplement. comment? C'est vivant, tout simplement. Oui, c'est vivant et c'est vrai que ça me donne envie de revenir sur d'un mot sur la tentation de la vague parce que c'est vrai que ce roman, le jour où j'ai décidé d'écrire un roman, c'est ce roman que j'ai écrit et ce roman, il était peut-être en moi. Et d'ailleurs, j'ai un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs de critiques littéraires, si vous vous souvenez, qui se sont demandé si j'avais été gauchiste. Oui, 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 Et, bien sûr. et, et en fait, alors j'ai Mais jamais moi été. la Vous la première. première, mais oui, oui, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce monsieur de Neuilly qui a l'air quand même chef d'entreprise sérieux, mais il a des idées révolutionnaires, je me suis dit. Et alors en fait, euh, C'est une part de vous, non alors, développée, mais alors c'est en fait, une part enfouie. faut savoir que mai 68 m'a beaucoup marqué. En mai 68, j'avais 18 ans. Je passais les concours des grandes écoles. C'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est comme parcours, c'est-à-dire que je suivais rigoureusement le parcours que m'avaient préparé mes parents pour être un jour chef d'entreprise, etc. Et puis arrivent ces événements de mai 68 en plein concours. Je passais mes concours au quartier latin, hein, c'est place du Panthéon, à l'école des mines, et puis le soir, il se passait des choses terribles dans ce quartier-là. Et puis je vois des amis qui commencent à tout lâcher et à devenir eux aussi révolutionnaires, à se battre tous les soirs, à venir tous les soirs sur les barricades pour lancer des pavés sur les CRS. Et moi, je ne comprends pas. Ça,
je tombe des nues, ça m'était jamais venu à l'idée qu'il pouvait y avoir des gens comme ça et puis, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis s'il y a la révolution, qu'est-ce que je vais devenir? Si on devient une société, soviétisée, mes espoirs de devenir chef d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont devenir?» Et donc j'allais, la journée, j'allais, voir ses amis, à l'Odéon, à la Sorbonne, parce que la journée, c'était calme, il ne se passait rien et j'allais discuter avec eux pour essayer de comprendre. Alors j'ai jamais, souscrit à leur démarche, j'ai jamais adhéré, mais c'est vrai que ça m'a toujours fasciné et c'est pour ça que j'ai créé ce personnage qui est à la fois un grand chef d'entreprise, ou qui a une vocation de chef d'entreprise et qui, en même temps, a été attiré par, Un côté une vie révolutionnaire. par une vie de révolutionnaire, oui, c'est ça. Ça m'a cette dualité, j'avais envie de l'écrire et de la réunir dans un seul personnage. Et ça m'avait beaucoup envoûté dans votre premier roman, parce qu'en fait, les ressorts du capitalisme sont décrits avec beaucoup de froideur, de cynisme, d'une manière, comment dire, éclairée. La voix du gauchiste aussi dans votre livre est extrêmement enflammée, convaincante, et avec un discours bien ficelé, en fait, qui tient la route. Alors, il faut toujours des discours qui tiennent la route, mais je dirais que, Il y a deux visions du monde, en fait, oui, vraiment. mais c'est quand même, il n'y a pas de vision négative du capitalisme. Il y a, au contraire, j'ai une vision très Oui, positive oui, je sais personnellement bien, du je sais bien. capitalisme et en fait, la tentation de la vague, ça voulait dire justement que, on peut avoir envie de tout balayer, qu'une vague vienne tout balayer, dans la société que l'on vit, mais qu'on peut aussi, se limiter à des petites vagues dans des domaines bien précis, parce que des révolutions à faire, il y en a tous les jours dans les sciences, dans les arts, dans les affaires. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller faire des révolutions monstrueuses pour éprouver du plaisir à renouveler la société et la vie. Donc, et au contraire, je suis plutôt critique sur les gens qui, en fait, euh, sur ces gens qui ont toujours une vision de vouloir tout balayer, tout raser, etc. Je trouve que ça rime strictement à rien. Il faut garder un certain pragmatisme et améliorer les choses pas à pas, en faisant les petites révolutions qu'il faut, là où elles peuvent se faire, quand elles peuvent se Ah faire. ben là, ça me fait penser au roman de Jean Winiger, Un amour aveugle et muet, que je défends en ce moment, parce que c'est un hommage à Vassili Grossman. Et le grand écrivain Vassili Grossman, qui a connu la dictature, la barbarie, écrivait qu'en temps de dictature et de barbarie, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est se concentrer sur des tout petits actes de bonté au quotidien, des petits actes de bonté pour son entourage. Donc, effectivement, il faut commencer par faire des petites choses pour changer le monde, chacun à son échelle. Vous savez, ça me fait penser à un conte persan que j'adore. Un jour, il y a eu un incendie, et puis l'éléphant arrive avec sa trompe pour éteindre l'incendie. Et puis une petite fourmi arrive juste avec une gouttelette d'eau sur le dos, et la petite fourmi dépose sa gouttelette d'eau pour éteindre l'incendie. Et l'éléphant se moque en disant: «Mais qu'est-ce que c'est, ma pauvre? Qu'est-ce que tu fais là avec ta gouttelette d'eau?» Et la petite fourmi répond: «Je fais ma part.» Ah oui, Voilà. Et je crois c'est que mignon. si chacun faisait sa part de bonté, peut-être que le monde irait mieux. Peut-être. Bon. Merci, Guylaine, de cet entretien. Eh ben, mais c'est moi qui suis honorée de défendre encore une fois un de vos livres, donc La trahison de Nathan Kaplan. Donc je connais Alain Schmoll depuis 2019. Et c'est un auteur particulièrement sensible, attachant, intelligent, juste, objectif, enfin Que de voilà, que compliments. toutes les attachés de presse peuvent rêver de lui, mais il est à moi. Mais vous êtes une formidable attachée de presse, très dynamique, très performante, Oh, et je adorable. suis très heureux de vous avoir comme partenaire. Bon, eh bien, alors, de toute façon, nos destins sont liés. Votre succès sera le mien, donc j'ai intérêt à être bonne sur la trahison de Nathan Kaplan. Merci. Merci Alain. À notre succès. Merci À à notre notre succès. succès.